Nous sommes des Spartiates! Tout le monde a en tête le film 300. C'est la première référence qui vient quand on parle des Spartiates. Les Spartiates, les guerriers les plus durs, les plus honorables, les plus redoutés de toute la Grèce. On va voir dans cette vidéo si leur réputation est bien réelle. C'est parti. La réputation des Spartiates, aujourd'hui comme dans l'Antiquité, est simple. Ils sont invincibles sur le champ de bataille. Leurs soldats étaient les mieux entraînés et les plus courageux de toute la Grèce. Jamais ils ne fuyaient le combat, car leur code de conduite était simple. Vaincre ou mourir. Sparte vit pour la guerre, et tous les habitants de 20 à 60 ans doivent s'engager dans l'armée. Ils n'ont pas de métier, leur travail, c'est la guerre. Cela a été rendu possible par l'existence d'une caste travailleuse qui n'était pas considérée comme spartiate. Une scène marquante eut lieu en 376 avant Jésus-Christ, et elle vous dira sûrement quelque chose. Sparte et ses alliés affrontent la redoutable armée de Thèbes. Et les alliés en question se plaignent que Sparte n'envoie pas assez de soldats dans cette guerre. Le roi spartiate, Agésilas, demande alors à tous les soldats coalisés de se réunir. Il demande alors aux potiers de se lever, puis aux forgerons, aux charpentiers, aux maçons, et ainsi de suite. Presque tous les alliés se lèvent à un moment ou à un autre, mais aucun Spartiate. Agésilas dit alors « Vous voyez, nous envoyons plus de soldats que vous. » Ils étaient redoutés par tous, ennemis comme alliés. Mais n'allez pas croire que leur gloire militaire n'a tenu qu'à leur force et à leur courage. Non, les Spartiates étaient des spécialistes dans la ruse, la discrétion et la surprise. L'une des stratégies militaires de base, c'est d'avoir des informations sur l'ennemi, tout en l'empêchant d'en avoir sur vous. Sparte cachait soigneusement ses techniques et tactiques militaires, ainsi que le nombre de ses soldats. Durant la guerre du Péloponnèse, les Athéniens n'avaient aucune idée des effectifs adverses, ce qui change quand même beaucoup de choses sur la tactique à adopter. Pour protéger ces informations, le moyen était simple. Empêcher les étrangers de s'installer sur leurs terres. Comme ça, pas de risque de laisser échapper des infos importantes. On prend pour prétexte de soi-disant mœurs déplacées des étrangers pour les éloigner et protéger la jeunesse. De la même façon, les Spartiates cachaient systématiquement le bilan de leurs pertes. Pas moyen de savoir combien sont morts. Ainsi, ils conservaient leur réputation d'invincibilité. Et ce, même s'il faut mentir. En 406 avant Jésus-Christ, le général spartiate Éthéonikos apprend la défaite des siens contre Athènes, lors de la bataille des Arginus. Il ordonne aux messagers de revenir au campement, coiffés de couronnes et en criant « Victoire !». Un autre va mentir au peuple et offrir des sacrifices aux dieux pour une victoire qui en réalité ne l'était pas. N'oublions pas cet élément clé des stratégies militaires, la surprise. Les Spartiates étaient capables à tout moment d'entamer une marche longue et rapide pour surprendre l'ennemi. Cela était possible grâce à l'entraînement draconien qu'ils subissaient depuis l'enfance. Les jeunes devaient marcher pieds nus sur tous les types de terrains et courir sur n'importe quel type de pente. Une fois adultes, ils pouvaient ainsi passer par n'importe quelle route, même celle qui était jugée impraticable par les autres peuples. Pareil pour leur aptitude à marcher de nuit. Depuis l'enfance, ils doivent parcourir de longues distances sans aucun éclairage. Il faut être prêt à toutes les situations, en agissant avec assurance et sans peur. Dans le film 300, au début, il me semble, on voit un jeune partir seul pour vivre une sorte d'aventure de survie. Et ceux qui réussissent peuvent devenir des Spartiates. Dans la réalité, eh bien, c'est un peu pareil. Les jeunes devaient se munir d'un poignard et de vivres. Ils se cachaient dans les champs pour ensuite attaquer un esclave pendant la nuit. Alors, c'est moins glamour que de tuer un loup, mais quand même, faut un sacré mental. C'est en attaquant la nuit que le général Brasidas prendra la ville de Toronée dans le nord de la Grèce. La cité était occupée par les Athéniens, mais certains habitants n'étaient pas contents de leur situation et ont fait rentrer quelques Spartiates pendant la nuit. Ces derniers tuent les gardes et ouvrent les portes. Le tour est joué. La guerre psychologique a toujours eu son importance. On peut penser aux Pictes qui se peignaient le corps,
ou aux berserkers vikings qui tremblaient de rage. Tout ça permet de prendre un ascendant psychologique sur l'ennemi. Les guerriers de Sparte sacrifiaient des animaux en plein champ de bataille. Ils avançaient lentement au son des flûtes, avec une tunique rouge, permettant notamment de dissimuler les blessures sanglantes. Et ils portaient une longue chevelure, les rendant plus grands que les autres. Un autre exemple. À la fin du 5e siècle, avant Jésus-Christ, les boucliers de l'armée spartiate sont ornés du lambda, la 11e lettre de l'alphabet grec qui est également l'initiale de leur terre, Lacédémone. Toutes les autres cités vont reprendre cette coutume. On arrive donc en -393 durant la guerre de Corinthe. Sparte est opposée à Argos et ont pour alliés les Sicyoniens. Un officier spartiate va ordonner à ses hommes de prendre les boucliers de ses alliés qui sont signés de la lettre sigma. Voyant cela, les Argiens vont charger. Ils n'ont pas peur des Sicyoniens, et ils y vont, un peu légèrement. Sauf qu'en face, c'est les Spartiates, et c'est la boucherie. La ruse fait vraiment partie de l'ADN de Sparte, au même titre que le courage. Dès le plus jeune âge, les jeunes soldats disposent de peu de nourriture et doivent se démerder pour en trouver. Il faut faire preuve d'ingéniosité, et ce, peu importe le moyen. Par contre, faut pas se faire choper, parce que les corrections étaient très sévères. Pas pour le vol, mais pour s'être fait prendre. Les futurs commandants et généraux étaient donc bien formés, et à même d'utiliser n'importe quelle stratégie. Cela est parfaitement illustré lors de la campagne contre les Perses en -395. Le général Agésilas fait face à un adversaire bien supérieur en nombre. Il faut donc trouver des combines. L'armée spartiate ne laissait rien transparaître de ses intentions. Elle disparaissait sans raison, personne ne savait où ni pourquoi. Agésilas laissa courir le bruit qu'il attaquerait la région de la Carie, en Asie mineure, pour forcer les Perses à y envoyer leurs troupes. Et bien sûr, les Spartiates ont pris la direction inverse et ont attaqué la Phrygie, laissée sans protection. Un peu plus tard durant cette guerre, Agésilas envoie un détachement de 1400 hommes se cacher dans les bois. Le reste de son armée dépasse ce bois et engage la bataille contre les Perses. Quand le signal est donné, la troupe sort du bois et prend l'ennemi à revers. Les Perses vont perdre 6000 hommes dans la bataille. Au fur et à mesure des années et des ruses, la concurrence commence à connaître les Spartiates. Ils s'en méfient et craignent, à raison, le coup fourré. Quand le général athénien Xénophon apprend la mort du commandant spartiate Mnassippos, il soupçonne une fourberie, une manière de leur faire baisser la garde. Sauf que le gars était vraiment mort. Des fois, c'est la vérité. Pour toutes ces ruses et ces stratégies, souvent gagnantes, les Spartiates étaient détestés dans toute la Grèce. Les autres cités estimaient que cette manière de combattre était indigne de ceux qui se prétendaient descendants d'Hercule lui-même. Un peu ironique quand on pense à la réputation des Spartiates aujourd'hui, modèle de bravoure et d'honneur. Mais pour Sparte, l'important c'est de remporter la guerre. Ils sont les plus forts au combat, mais s'ils peuvent gagner en limitant leurs pertes grâce à une ruse, pourquoi s'en priver? Les Spartiates étaient des guerriers complets, dont le seul but était la victoire. Ils seront pendant presque 3 siècles la plus grande puissance de la Grèce. Sparte devra ensuite laisser sa position de leader à Thèbes avant de devenir la seule cité indépendante de Grèce sous le règne d'Alexandre le Grand. C'est finalement l'Empire romain qui s'empara du tout en -146. Comme quoi, la réalité historique n'est pas toujours la même que celle que nous a transmis l'imaginaire collectif. Dites-nous en commentaire si vous avez d'autres sujets du même genre que l'on pourrait aborder. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la un maximum pour nous permettre de passer cette barre des 20 000 abonnés. Vous pouvez également nous rejoindre sur Instagram et TikTok où on poste du contenu un peu différent. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine!